Si tu crois que les trahisons arrivent toujours avec des cris et des portes qui claquent, laisse-moi te dire que la mienne a commencé avec une simple rayure sur une poignée de porte. Une trace presque invisible, mais suffisante pour fissurer toute une vie. Ce jour-là, je suis rentré plus tôt que prévu dans notre maison près de Lyon. Les sacs de course me sciaient les doigts et mon esprit était encore ailleurs. Pourtant, quelque chose m'a arrêté net. Cette poignée en laiton n'était pas comme d'habitude. Une marque fraîche, récente, et sans savoir pourquoi, mon cœur a ralenti, comme s'il comprenait avant moi. Je me souviens avoir pensé que même ma maison essayait de me prévenir. Je suis entré et le silence m'a accueilli. Pas un silence paisible, un silence lourd, celui qui fait ressortir le bourdonnement du réfrigérateur comme un secret mal gardé. L'air sentait la bougie à la vanille de ma femme Camille, mais trop fort, écœurant presque, comme si quelqu'un avait essayé de recouvrir une faute avec du sucre. J'ai appelé son prénom d'un ton normal, calme, celui d'un mari qui n'imagine même pas que sa vie est sur le point de basculer. Aucune réponse, puis un bruit à l'étage, rapide, contrôlé, trop contrôlé, le bruit typique de quelqu'un qui ne veut pas être entendu. Mes mains se sont crispées sur les sacs, et j'ai ricané nerveusement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que dans les moments critiques, mon esprit devient sarcastique, comme si l'univers avait choisi ce mardi pour balancer un retournement de scénario. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche presque polie, laissant volontairement du temps à celui ou celle qui se trouvait là haut pour inventer un mensonge crédible. Arrivé en haut, j'ai vu la porte de notre chambre presque fermée. Pas complètement, juste assez pour paraître innocente. Je l'ai poussée. La pièce était trop bien rangée. Le lit impeccablement fait. Les coussins alignés comme dans un hôtel. Le genre d'ordre qu'on crée quand on panique et qu'on croit que ranger fait disparaître la vérité. Camille était près de la commode, les cheveux légèrement déplacés. Pas en bataille, mais pas comme d'habitude. Elle a souri, ce sourire forcé qu'on offre quand la carte bancaire est refusée, et elle m'a dit que j'étais rentré tôt. Je lui ai répondu que ma réunion avait été annulée, et pendant une seconde absurde, nous avons tous les deux fait semblant que cette conversation était normale. Puis j'ai senti autre chose. Un parfum qui n'était pas le mien. Boisé, arrogant, impossible à confondre. Celui de mon frère Nathan. Je l'aurais reconnu entre mille, parce qu'il avait toujours l'odeur d'un homme qui ne paie jamais le loyer. J'ai tourné légèrement la tête vers le miroir de la porte du placard, et je l'ai vu, pas entièrement, juste une épaule, une mâchoire, cachée derrière la porte, comme un enfant pendant un jeu. Sauf qu'il avait 26 ans, et une confiance insolente. Mon propre frère. Celui qu'on complimentait au repas de famille, juste pour être là, pendant qu'on me demandait si je n'étais pas fatigué. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé brusquement. Je suis ce genre d'homme qui observe et mémorise. J'ai posé les sacs de course avec précaution, parce que même à cet instant, je respectais encore les œufs. J'ai regardé Camille, puis le miroir, puis Camille à nouveau, et j'ai dit calmement que Nathan pouvait sortir. Le silence a duré une seconde de trop, puis il est apparu avec l'assurance de quelqu'un qui entre en scène, sans honte, presque agacé d'avoir été interrompu. Camille a murmuré mon prénom, comme si c'était moi qu'il fallait apaiser. J'ai levé la main, pas en colère, juste définitif, et j'ai dit de ne pas essayer de transformer ça en malentendu, que la rayure sur la poignée prenait enfin tout son sens, et à cet instant précis, j'ai compris que ce que je voyais n'était que le début, et que la suite allait être bien pire. Nathan s'est appuyé contre le mur, comme s'il était chez lui, ce qui techniquement était le cas, et il a lâché ce classique immortel. Ce n'est pas ce que tu crois. La phrase la plus inutile jamais prononcée par l'humanité. Camille me regardait avec des yeux brillants, mais calculés. Pas paniqué. Pas vraiment désolé non plus. J'ai demandé depuis quand, simplement, sans lever la voix, et son regard a glissé vers Nathan pendant une fraction de seconde. Une erreur minuscule, mais fatale. Ce demi-regard m'a tout dit. Ce n'était pas une erreur, ni un moment de faiblesse. C'était une organisation, une habitude, un système bien huilé dans mon dos. Et ce qui m'a frappé le plus, ce n'était pas la trahison. C'était leur confort dans mon espace. Comme s'ils avaient répété cette scène sans moi. Quelque chose s'est fermé dans ma poitrine. Pas une douleur, plutôt un clic. Le bruit sec de la confiance qui disparaît. J'ai hoché la tête et j'ai dit que j'avais une dernière question. Un dernier cadeau. L'honnêteté. Nathan a souri avec arrogance et a dit « Vas-y ». Alors j'ai demandé s'il pensait que je ne remarquerais jamais, ou s'il s'en fichait, simplement. Camille a ouvert la bouche, puis l'a refermée, et le sourire de Nathan a vacillé, juste assez, pour me confirmer que la réponse était les deux. C'est là que je l'ai vu. Pas sur leur visage, mais derrière eux, posée sur la commode, une enveloppe, blanche, propre, avec mon prénom écrit de la main de Camille, déjà scellée, prête, préparée,
Comme si cette scène avait une suite officielle, j'ai pointé l'enveloppe et j'ai demandé ce que c'était. Camille m'a dit que je devais m'asseoir. Nathan a ajouté qu'il ne fallait pas dramatiser. Et à ce moment précis, une clarté glaciale m'a traversé. La tromperie n'était que l'entrée. Le vrai spectacle était dans cette enveloppe. Je l'ai prise malgré le pas précipité de Camille, qui a murmuré « S'il te plaît, pas comme ça ». Je lui ai répondu que si elle parlait de moi, debout. Ça faisait longtemps que j'étais assis dans ce mariage. L'enveloppe était plus épaisse qu'une simple lettre, lourde de conséquences, alors que je passais mon doigt sous le rabat. Nathan a prononcé mon prénom d'une voix nouvelle, inquiète, presque suppliante, comme s'il savait que ce que j'allais lire allait tout faire exploser. Et j'ai su que rien ne serait plus simple après ça. Mais je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Pas par peur, mais pour les laisser mariner dans l'attente. Dans ce silence épais, qui écrase plus fort que les cris. Je me suis adossé au lit. J'ai croisé les bras, et j'ai dit que, vu leur tête, ils avaient clairement répété la fin. Alors, autant rendre ça intéressant. Camille a fini par dire « Lila ». Nathan a levé les yeux au ciel, comme si tout ça l'ennuyait profondément. J'ai sorti les feuilles, impeccablement organisées, agrafées, et cette simple agrafe m'a révélé depuis combien de temps tout ça était prévu. En haut de la première page, il y avait écrit en gras convention de séparation, et à l'intérieur de moi, j'ai presque ri, ce rire silencieux quand l'ironie gagne. Je les ai regardés et j'ai dit « très pro », même une agrafe, trahison version bureau. Camille pleurait maintenant pour de vrai. Je lui ai laissé ce mérite. Nathan a dit que ce n'était pas personnel, ce qui était remarquable vu que rien n'avait jamais été aussi personnel. Je feuilletais sans lire, laissant le bruit du papier remplir la pièce. Et à chaque page, je comprenais un peu plus que je n'étais pas en train de perdre le contrôle. J'étais en train de comprendre le jeu. Quand j'ai enfin commencé à lire vraiment, les mots étaient froids, précis, irréprochables, partage des biens, délais, langage juridique sur des différences irréconciliables, comme si la différence n'était pas que mon frère se cachait encore derrière une porte 10 minutes plus tôt. Il y avait même une section sur l'organisation de la vie future, selon laquelle je devais quitter temporairement la maison pour lui laisser de l'espace. Temporairement était souligné, probablement par un avocat qui ne connaît pas mon visage, mais connaît très bien la facture horaire. J'ai levé les yeux vers Camille, et j'ai demandé calmement si son plan consistait à me tromper, à préparer mon départ, et à me demander poliment de disparaître de ma propre vie. Elle a éclaté en sanglots, et a dit que ça s'était fait tout seul, ce qui était audacieux, parce que les documents ne se rédigent pas tout seuls. Nathan est intervenu, et a dit que j'avais toujours été le plus stable, que je m'en sortirais. Il l'a dit comme un compliment, comme si être fiable justifiait qu'on m'écrase. J'ai hoché la tête, et j'ai répondu que, justement, parce que j'étais calme, j'allais continuer à lire avant de réagir. Les pages suivantes parlaient d'argent, de comptes que je connaissais, de chiffres exacts, puis une ligne a attiré mon attention. Une évaluation d'entreprise. Mon entreprise. Celle que j'avais construite sans aide. Celle qui n'avait jamais vraiment intéressé Camille, jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'il y avait maintenant un montant. Précis. Propre. J'ai tapoté la feuille, et j'ai demandé quand elle avait appris à estimer une société. Camille a hésité, et Nathan a répondu que l'un de ses amis l'avait aidé. Quelqu'un qui s'y connaissait. Et là, toutes les pièces se sont emboîtées. Ce n'était pas une histoire de passion ou d'attirance. C'était une stratégie, une anticipation, une tentative de me gérer comme un dossier. J'ai remis les feuilles en ordre, et j'ai dit « Laissez-moi deviner. Je signe. Je pars calmement. Vous officialisez doucement. Et tout le monde me félicite pour ma maturité. » Camille a baissé les yeux. Réponse suffisante. Nathan a dit qu'il comptait prévenir les gens avec délicatesse. Et j'ai répondu que j'en étais sûr. Délicatement comme on arrache quelque chose lentement pour éviter le bruit. Je me suis approché de la fenêtre. Dehors, la rue continuait normalement. Des enfants à vélo, un voisin avec son chien. Le monde ne s'arrête jamais pour les drames personnels. Je me suis retourné et j'ai dit « Voilà ce que vous avez mal compris. » Camille a relevé la tête avec un espoir absurde, comme si j'allais pardonner, et j'ai compris à quel point elle me connaissait mal désormais. Je lui ai dit que mon calme n'avait jamais été de la faiblesse, que je remarquais les schémas, que je voyais les changements d'horaire, l'intérêt soudain pour mon travail, le fait que Nathan en savait trop. Nathan a ricané en disant que je jouais au stratège maintenant, et j'ai souri sincèrement parce qu'il avait toujours confondu assurance et intelligence. Je lui ai dit que je n'étais pas un génie, juste quelqu'un qui fait attention. J'ai reposé l'enveloppe sur le lit, et j'ai dit que je ne signerais rien, ni aujourd'hui, ni demain, et surtout que je ne quitterais pas la maison. Les larmes de Camille sont devenues plus fortes, et elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre comme ça. Je lui ai répondu qu'elle aurait dû y penser avant de planifier une vie sans moi.
J'ai pris mes clés et j'ai annoncé que j'allais conduire un peu, que quand je reviendrais la discussion serait différente. En sortant, j'ai entendu Nathan dire que ça devenait compliqué. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri pour de vrai. Parce que compliqué est exactement l'endroit où les gens négligents commencent à faire des erreurs. Je conduisais sans musique parce que le silence était devenu un outil. Il alignait les pensées au lieu de les faire s'entrechoquer. Je ne roulais pas vite. Je ne serrais pas le volant comme dans un film. Je conduisais comme un homme qui fait l'inventaire de ce qui lui reste, quand il réalise qu'on le voyait comme un meuble, fiable, solide, facile à déplacer. Je me suis garé près du Rhône et j'ai regardé l'eau couler avec cette fausse urgence qu'ont les choses qui ne vont nulle part. C'est là que la colère est arrivée. Discrète, tranchante, pas explosive, juste assez pour me rendre lucide. J'ai soufflé en souriant et je me suis dit que c'était le chapitre où j'arrêtais d'être pratique. J'ai pensé à Nathan, à son charme à Prito, à cette manière qu'il avait de passer devant les règles pendant que d'autres faisaient l'effort, à ma famille qui disait toujours « il est différent », une façon douce de dire que tout lui était permis. J'ai pensé à Camille, à son besoin d'admiration, à la façon dont elle confondait attention et valeur, et à ce moment précis où elle avait cessé de me poser des questions parce que mes réponses étaient devenues prévisibles. Le trajet du retour a semblé plus court, comme si mon esprit avait changé de vitesse. Quand je suis arrivé devant la maison, la voiture de Nathan n'était plus là. Ce qui m'a appris deux choses. Il savait battre en retraite, et il croyait que la vraie discussion était terminée. Je suis entré, et Camille était assise à la table de la cuisine, les yeux rouges, un verre d'eau intact devant elle. Elle m'a regardé comme on regarde un verdict. Je me suis assis en face, et j'ai dit « Avant que tu parles, comprends une chose. Je ne suis pas là pour supplier ni exploser. Je suis là pour clarifier. » Elle a hoché la tête trop vite, et a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire du mal. Phrase d'ouverture classique. Je lui ai répondu que l'intention n'annulait pas l'impact. Puis, je l'ai laissée continuer. Elle a dit qu'elle se sentait invisible. Et j'ai presque souri, parce que c'était tellement familier. Invisible est ce que les gens disent quand l'excitation disparaît, et que la responsabilité reste. Je lui ai demandé si elle voulait dire invisible ou ennuyée. Elle a tressailli, preuve que j'étais proche. Elle a dit que Nathan la faisait se sentir vue. Je lui ai répondu que c'était normal. Il se voyait lui-même dans toutes les surfaces réfléchissantes. Elle n'a pas protesté. J'ai repris calmement, et je lui ai dit que ce n'était pas une question d'attirance. Que l'attirance était l'excuse, l'entitlement la vraie raison, qu'il pensait pouvoir réécrire ma vie, parce qu'elle était ordonnée, parce que je privilégiais la paix. Elle a murmuré qu'elle pensait que je comprendrais. Je lui ai répondu que comprendre ne voulait pas dire accepter d'être effacé. Je me suis levé, et je lui ai dit que j'avais appelé une amie avocate pendant ma conduite. Sa tête s'est redressée d'un coup, la peur remplaçant enfin la tristesse. Je lui ai précisé que rien n'était officiel, mais assez pour savoir que leur document était optimiste au mieux. Elle a demandé ce que ça voulait dire. Je lui ai répondu que ça voulait dire qu'elle avait compté sur une coopération qui n'existait plus. Que beaucoup de choses dans notre vie commune dépendaient de mes décisions, pas des siennes. Elle a demandé si je la menaçais. Je lui ai dit non. Je t'informe. Nuance essentielle. Je lui ai annoncé que nous dormirions séparément, par limite, pas par vengeance, que Nathan n'était plus le bienvenu ici, et que s'il revenait le ton changerait. Elle a acquiescé, comme quelqu'un qui découvre enfin que les règles sont réelles. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond de la chambre d'amis. Pas brisé, mais en alerte, comme un veilleur de nuit qui commence son service. Mon téléphone a vibré. Un message de Nathan. 3 mots. On doit parler. Je n'ai pas répondu. Parce que le silence est parfois la leçon la plus efficace, j'ai retourné le téléphone et souri légèrement, car pour la première fois depuis le début, je ne réagissais plus au chaos. Je le laissais se révéler. Et les gens qui vivent de charme et de raccourcis improvisent très mal quand le script change. Le lendemain matin avait une normalité presque insultante. C'est toujours comme ça que les choses graves commencent. Sans bruit, sans annonce, juste avec du café à faire et des mails à vérifier pendant que ta vie brûle en arrière-plan. J'ai nourri le chat, répondu à 2 messages professionnels et observé Camille évoluer dans la maison, comme si chaque objet pouvait exploser. Prudente, mesurée, trop calme. Avant midi, j'avais déjà compris 3 choses essentielles. Premièrement, elle parlait encore à Nathan. Pas besoin d'espionner. Ses gestes trahissaient tout. Deuxièmement, ce qui l'angoissait vraiment. Ce n'était pas l'amour, mais l'argent. Et troisièmement, elle croyait que je finirais par me détendre. Ce genre de personne pense toujours que le calme est une phase, jamais une décision. L'après-midi, Nathan a fait l'erreur de venir. Erreur numéro 1 des gens convaincus de leur importance. Il a frappé, comme s'il avait encore sa place ici,
J'ai ouvert la porte sans m'écarter. Il a souri et a demandé si on pouvait parler comme des adultes. Je lui ai répondu qu'il venait déjà d'échouer au test. Il a soupiré et m'a dit que je dramatisais. Phrase typique, quand la réalité commence enfin à rattraper quelqu'un, je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Pas pour protéger Camille, mais pour garder les choses claires. Je lui ai dit de parler. Il a passé la main dans ses cheveux et a lâché qu'elle l'aimait. J'ai hoché la tête et l'ai félicité pour l'héritage. Il n'a pas compris. Il a souri et m'a accusé de me croire au-dessus des émotions, comme si les sentiments étaient des équations. Je lui ai répondu que les sentiments ne sont pas des maths, mais que les conséquences. Oui, son sourire a tremblé. Je lui ai expliqué qu'il avait cru que, parce que je ne me battais pas pour l'attention, je ne comprenais pas les rapports de force, qu'il avait confondu ma politesse avec une faiblesse juridique et stratégique. Sa voix s'est durcie quand il a dit que je n'allais pas détruire Camille, juste pour le punir. J'ai ri doucement et lui ai dit que je ne détruisais personne, que je reculais simplement pour laisser la gravité faire son travail. Il m'a demandé ce que ça voulait dire, et je lui ai répondu qu'il s'était engagé dans un rôle qu'il ne savait pas tenir, qu'il voyait l'excitation mais pas la panique, la dépendance, cette habitude qu'elle avait de déléguer la stabilité à quelqu'un d'autre. Il a dit que j'étais amer. Je lui ai répondu que j'étais précis. Je me suis penché légèrement vers lui, et je lui ai demandé s'il avait réfléchi à ce qui arrive quand la nouveauté disparaît, et qu'il reste la vraie vie avec quelqu'un qui a déjà trahi la personne la plus sûre de son existence. Il n'a rien dit. Ce silence m'a suffi. J'ai rouvert la porte et lui ai dit de ne pas revenir. Pas parce qu'il me menaçait, mais parce qu'il n'était plus pertinent. Ce mot l'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. À l'intérieur, Camille était raide à table. Elle m'a demandé ce qu'il avait dit. Je lui ai répondu rien d'utile. Elle a pleuré encore et m'a dit qu'elle avait l'impression que tout lui échappait. Je lui ai répondu que oui, mais pas à cause de moi, à cause d'un futur construit sur l'excitation plutôt que sur l'intégrité. Le soir même, j'ai reçu un mail automatique de la banque signalant un changement d'accès. Discret, poli, le genre de message que la plupart des gens ignorent. Moi pas. Je me suis connecté et j'ai confirmé ce que je soupçonnais. Elle avait essayé de déplacer de l'argent, rien d'illégal. Juste un test, une poignée qu'on essaie doucement. J'ai fait des captures, tout noté et envoyé un message clair à mon amie avocate. Sans émotion, seulement des faits. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis longtemps. Parce que la clarté est reposante. Le jour suivant, Camille a proposé qu'on reparte de zéro. Ces mots exacts, repartir de zéro. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre, et je lui ai dit que repartir de zéro ne voulait pas dire oublier, mais reconstruire à partir de la vérité, et que pour l'instant elle négociait encore au lieu d'assumer. Elle m'a demandé ce que je voulais vraiment, et je lui ai répondu honnêtement que je voulais une honnêteté sans stratégie, un silence sans manipulation, et du temps, elle a hoché la tête, mais je voyais déjà son esprit calculé. Les gens habitués aux raccourcis supportent mal l'attente, et l'attente allait devenir mon avantage. La maison est restée calme, mais la tension est devenue plus bruyante que les disputes. Camille regardait son téléphone trop souvent, puis faisait semblant de rien. Soupirait, comme si quelqu'un devait la sauver. Je ne réagissais pas, parce que la réaction est le carburant des manipulateurs. Nathan, de son côté, a cessé d'être confiant, et a commencé à être irrité. Ses messages sont passés du charme à la défensive, signe que le fantasme se fissurait. Un soir, Camille a dit que Nathan était très stressé en ce moment, et j'ai failli sourire, parce que c'était la première fois qu'elle parlait de lui comme d'un poids, et non comme d'une étincelle. Je lui ai répondu que ça arrive quand la réalité débarque sans prévenir. Elle m'a regardé comme si elle attendait du réconfort, que je reprenne mon rôle de pilier émotionnel. Je ne l'ai pas fait. J'ai simplement dit que les choix vieillissent mal quand ils ne sont pas construits sur l'honnêteté. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ils ne gagnaient pas. Ils n'étaient pas heureux. Ils faisaient juste beaucoup de bruit pour faire semblant. Et moi, j'étais enfin assez silencieux pour le voir clairement. Après ça, quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire, mais définitive. Camille a cessé de poser des questions émotionnelles et a commencé à poser des questions pratiques. Délais, options, prochaines étapes. Signe qu'elle avait compris que je ne redeviendrais pas l'homme qui rend tout facile. Nathan a arrêté d'écrire complètement. Le silence venant de quelqu'un comme lui n'est pas une paix, c'est une fuite. Un après-midi. Camille a admis à voix basse que les choses avec lui semblaient différentes maintenant, plus lourdes. J'ai hoché la tête, et j'ai dit que l'excitation déteste la lumière du jour. Elle m'a demandé si parfois je regrettais nous, et j'ai répondu sans détour que je regrettais la personne que je croyais qu'elle était, pas celle qu'elle avait choisi de devenir. Cette phrase est restée suspendue entre nous, lourde, définitive, et pour la première fois, elle n'a pas argumenté.
Elle a juste compris que me perdre ne serait pas spectaculaire, mais permanent, et cette permanence l'effrayait plus que n'importe quelle colère. La fin n'est pas arrivée avec une dispute ou une scène. Elle est arrivée calmement, comme les décisions irréversibles. Camille a quitté la maison 1 mois plus tard, après des démarches justes mais jamais généreuses. Nathan a disparu dès que l'excitation a laissé place aux responsabilités. Je n'ai ni célébré ni expliqué, parce que la paix n'a pas besoin de témoins. J'ai reconstruit mes habitudes, renforcé mes amitiés et redirigé mon énergie vers moi-même. Plus tard, on m'a demandé comment j'étais resté aussi calme. J'ai toujours répondu la même chose. La dignité coûte moins cher que la vengeance. Être sous-estimé n'est pas une insulte. C'est un avantage. Je n'ai pas perdu ma femme au profit de mon frère. J'ai perdu 2 personnes qui ont révélé qu'elles n'avaient jamais été de mon côté. Et en échange, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. La clarté, le respect de moi-même et une vie qui m'appartient entièrement. Puis j'ai fermé la porte, sans regarder derrière, et je ne l'ai jamais rouverte.